Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, j'ouvre notre séance pour accueillir Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé, pour nous présenter donc la mission santé du PLF pour 2025. Avant tout, je voudrais simplement rappeler qu'il y a un vote effectivement sur la première partie du PLF tout à l'heure. Donc on va suivre la séance et on prendra le temps nécessaire pour que, sans courir dans les couloirs, pour ne pas créer d'éventuels accidents, on ait le temps d'aller voter. Donc je préviens d'ores et déjà Madame la Ministre que j'avais déjà... Pardon ? Vous prenez soin de nous. Oui, bien sûr, toujours. Vous êtes précieux. Qu'on prenne le temps, donc on interrompra au moment, alors je ne peux pas vous dire à quelle heure, ça va dépendre des orateurs, des réponses, de la discussion générale, mais on prendra le temps d'aller voter sans évidemment prendre un délai trop long non plus. Monsieur Bazin. Sans prendre le temps, bien sûr, de s'éparpiller dans les couloirs, on ira juste voter, on reviendra et on continuera la séance avec la ministre. Donc, conformément aux modalités définies par le bureau de la Commission, je veux quand même une fois de plus rappeler les règles du jeu, mais vous commencez à les connaître. Donc, la ministre va nous exposer la présentation de ces crédits pendant 10 minutes. Notre rapporteure, Madame Bamana, aura 10 minutes elle aussi pour présenter son avis. Et puis ensuite, il y a des interventions de 4 minutes pour chaque groupe. Une intervention de la rapporteure spéciale de la Commission des finances pour 2 minutes. Et puis les questions qui seront posées ensuite par d'autres députés dureront 1 minute ou devront se contenir en une seule minute. Voilà, très bien. Écoutez, ce que je vous propose, Madame la Ministre, c'est que vous attaquiez tout de suite votre présentation, en vous remerciant une fois de plus de votre présence. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure pour avis, Mesdames, Messieurs les députés de la Commission des Affaires sociales. Je vais donc vous présenter les crédits pour la mission santé des ministères sociaux, qui est composée, comme vous le savez, de 3 programmes. En lien avec le PLFSS, les crédits de cette mission santé sont la traduction budgétaire de notre politique globale de santé et d'accès aux soins. Une politique de santé et d'accès aux soins définie dans le cadre de notre stratégie nationale de santé autour de 3 objectifs: poursuivre et amplifier nos politiques en faveur de la prévention afin d'améliorer la santé pour tous. Notre société et notre système de santé doivent adopter une vraie culture de la prévention. Deuxièmement, garantir l'accès à des soins de qualité à tous et dans tous les territoires en poursuivant les investissements engagés, en ouvrant de nouveaux droits au service de nos concitoyens et en protégeant l'hôpital, mais aussi en améliorant l'organisation de notre système de santé et en favorisant l'attractivité des métiers du soin. Troisièmement, assurer la sécurité sanitaire et protéger les Français contre les différents risques, comme les menaces épidémiologiques. Des objectifs que le gouvernement porte depuis 2017 et que nous souhaitons poursuivre et accentuer en 2025. Pour répondre à ces objectifs, les crédits de la mission santé pour 2025 s'élèvent à 1,64 milliard d'euros. Et si une baisse de 40% en crédit de paiement est constatée par rapport à 2024, elle n'est pas liée à une moindre ambition. Elle résulte pour l'essentiel de l'évolution de la chronique des paiements réalisée au titre du programme 379. Ce programme budgétaire temporaire permet le reversement effectif à la sécurité sociale des crédits européens relevant de la facilité pour la reprise et la résilience de l'Union européenne. Le plan national de relance et de résilience et sa composante investissement Ségur étant en voie d'achèvement, le programme 379 est logiquement en forte diminution pour 2025. De même, le dispositif transitoire de compensation pour la branche maladie de la perte de recettes générée par la baisse d'1 point de cotisation au titre de la CNRACL n'a pas été reconduit en 2025. Le niveau de cotisation pour la branche maladie étant revenu au niveau de 2023, cette compensation n'est plus nécessaire. Alors, au cours du débat, et comme le gouvernement s'y était engagé, des amendements gouvernementaux seront examinés afin de diminuer, dans l'ensemble des débats, de 5 milliards d'euros les crédits par rapport au projet de loi de finances initiale. C'est un effort transverse et global. Et à ce titre, les crédits du programme 379 seront diminués de 40 millions d'euros,
Cette baisse ne signifiera néanmoins pas que nous allons arrêter de financer le Ségur Investissement. Nous serons au rendez-vous. Les remboursements à la sécurité sociale au titre du programme 379 seront simplement lissés par rapport à la prévision initiale. Cette décision a été prise en responsabilité. Je vais maintenant revenir sur les crédits du programme 204, puis sur ceux du programme 183. S'agissant du programme 204, relatif à la prévention, à la sécurité sanitaire et à l'offre de soins, les crédits budgétaires s'élèvent à près de 221 millions de crédits de paiement. C'est une diminution de 18% par rapport à la LFI 2024, qui découle pour l'essentiel, comme pour le programme 379, d'une dynamique tendancielle de la dépense et en particulier de l'appel à projet Rescue. Rescue est un dispositif important. Vous le savez, il vise à constituer des stocks au niveau européen en cas de crise pour se prémunir et agir contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Un nouvel appel à projet a été lancé en 2024 et s'est traduit par un besoin de plus de 40 millions d'euros. En 2025, deuxième année du projet, le besoin est mécaniquement moindre que celui de l'année précédente. Hors dynamique tendancielle de la dépense, le gouvernement procédera également à une baisse de 10 millions d'euros par amendement sur le programme 204. C'est le pendant de l'effort réalisé sur le programme 379, 40 millions d'euros, je l'ai dit tout à l'heure, 10 millions d'euros donc sur le programme 204. Au total, la mission santé contribuera à hauteur de 50 millions à la réduction supplémentaire de 5 milliards d'euros de dépenses. Je viens de le dire, la situation de nos finances publiques implique un effort collectif et je serai toutefois particulièrement attentive à ce que cela ne vienne pas revoir nos ambitions à la baisse. Notre système de santé l'exige. L'action financée par ce programme budgétaire 204 se caractérise par la poursuite de la recherche d'efficacité et d'efficience, avec en ligne de mire notre volonté de poursuivre et d'amplifier nos politiques en faveur de la prévention, tout en ciblant toujours mieux l'action publique en fonction des besoins. C'est un impératif de santé publique pour répondre aux enjeux démographiques et épidémiologiques auxquels nous faisons face. Pour répondre à cette préoccupation première des Français, nous ciblons dans le cadre de ce programme nos efforts sur 4 grands objectifs. Le premier, continuer de renforcer la prévention et le repérage à toutes les échelles et dans tous les secteurs, accès aux soins, psychiatrie, associations. Dans ce cadre, une attention particulière sera apportée au pilotage et à la coordination du niveau des agences, de l'Institut national du cancer, l'INCa, et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. Deuxième objectif, nous poursuivrons la promotion de la recherche et la mobilisation des connaissances scientifiques pour une meilleure politique de santé publique. Les appels à projets de recherche en santé publique sont particulièrement ciblés sur la prévention, sur les services de santé de proximité, sur la performance des parcours de santé. S'agissant des bases de données existantes, leur meilleure utilisation devra permettre d'élaborer des programmes et des actions de prévention plus ciblées. Sensibiliser différemment en fonction des publics et en portant des messages adaptés pour renforcer les actions de prévention, tel est notre objectif. Je donnerai ici un exemple concret, celui de la vaccination, qui est l'un des meilleurs outils de la prévention. En France, les taux de vaccination restent encore insuffisants. Cette faible adhésion aux campagnes de vaccination peut s'expliquer en partie par de fausses croyances, en partie aussi par de la lassitude, semble-t-il, dans cette période post-Covid. Nous devons agir pour accompagner les Français à se faire vacciner, et ceci dès le plus jeune âge, car les inégalités de santé s'ancrent au moment de l'enfance. Troisième objectif, afin d'améliorer la gestion des crises sanitaires et des situations d'urgence, nous renforçons les actions ciblées sur l'anticipation des risques, sur la prévention et sur la lutte contre les vecteurs de maladies. La poursuite de cet objectif est très concrète. Les doctrines sanitaires de préparation et d'intervention seront adaptées, la formation des agents sera renforcée, la réalisation d'exercices de crise seront priorisés. S'agissant des systèmes d'information dédiés à la veille et à la sécurité sanitaire,
une attention particulière sera attachée à leur développement et à leur maintenance en conditions opérationnelles. L'expérience du Covid a montré avec acuité combien cette adaptation permanente des agents et des outils à la crise était nécessaire afin de faire face le moment venu. Quatrième et dernier objectif, nous poursuivons la démarche de territorialisation de l'organisation des soins et des parcours pour moderniser l'offre de soins. Nous continuons à soutenir la permanence de soins ambulatoires dans tous nos territoires, car c'est un enjeu majeur pour nos concitoyens, et pouvoir avoir une réponse à leurs besoins de santé en soutenant notamment les associations qui portent cette permanence de soins. Une attention particulière sera portée aux Outre-mer et en particulier à l'agence de santé de Wallis et Futuna, bénéficiaire de crédits issus du Ségur de la santé. Au total, l'action conduite dans le cadre du programme 204 doit se lire dans le prolongement et en complémentarité avec celle déclinée au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le déploiement du service d'accès aux soins, qui couvre désormais 94% de la population, sera poursuivi afin de répondre aux besoins de soins non programmés. Le maillage des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, véritable outil d'exercice coordonné, continue de s'étendre et nous poursuivrons leur développement dans les zones non encore pourvues. J'ai eu l'occasion de marteler l'importance de la prévention dans le cadre de nos échanges sur le PLFSS. Je crois que l'on peut marteler aussi le besoin de cet accès aux soins dans tous nos territoires et notamment ceux qui sont en priorité, ceux qui sont en déprise. Les financements permis par le programme 204 participent à la poursuite de cette stratégie. S'agissant du programme 183, il permet d'assurer la protection face à la maladie dans des situations relevant de la solidarité nationale en complément des politiques de sécurité sociale. Il finance essentiellement l'AME à destination des personnes démunies en situation irrégulière ne pouvant accéder à la protection universelle maladie. Les crédits du programme 183 s'élèvent à près de 1,3 milliard d'euros en crédits de paiement. Comme l'a indiqué le Premier ministre, il doit y avoir une maîtrise des dépenses de l'AME. Le gouvernement et le Parlement prendront toutes les dispositions pour que ces dépenses ne progressent pas. Mais je tiens à le redire, l'AME, en plus d'être un dispositif bien géré et bien contrôlé, a une utilité sanitaire réelle. Elle répond à des objectifs de santé et de salubrité publique. Elle permet de limiter la propagation des maladies. Sa suppression aggraverait encore davantage la pression sur les services d'urgence. Comme souligné récemment par le rapport de messieurs Evin et Stefanini, qui est très riche en enseignements, l'AME est un dispositif de santé publique qui doit vivre et continuer à vivre, mais qui peut être adapté. Sans remettre en cause les principes essentiels de ce dispositif, nous envisagerons bien sûr de continuer à l'améliorer et à l'adapter. Par ailleurs, sans remettre en cause, là encore, son utilité incontestable pour la santé publique, nous souhaitons logiquement une maîtrise des dépenses de l'AME, comme nous souhaitons une maîtrise de toutes nos lignes budgétaires et de toutes nos politiques. Nous prendrons en ce sens toutes les dispositions pour tendre vers une stabilité des dépenses entre 2024 et 2025. Il est évident que dans le contexte actuel d'efforts dans tous les domaines pour maîtriser nos dépenses, il n'y a pas de logique à ce que l'AME fasse exception. Ce qui me donne quand même l'occasion de rappeler, comme j'ai eu l'occasion de le faire, que l'AME est d'ores et déjà l'argent public le mieux contrôlé de la République. Et nous continuerons bien sûr nos efforts en matière de contrôle, que ce soit lors de l'attribution des droits ou a posteriori, pour améliorer l'efficacité de notre politique de lutte contre la fraude. Comme j'ai pu l'exposer, cette mission santé mise donc sur la prévention, la poursuite de la sécurité sanitaire et l'offre de soins, l'organisation de l'offre de soins de qualité pour tous et partout. Et je vous remercie. Je suis prête, bien sûr, à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais tout de suite donner la parole à notre rapporteure, Madame Babana. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mon avis sur la mission santé du projet de loi de finances pour 2025. Ce travail m'a conduit à examiner de près les crédits de cette mission
mais également à m'intéresser aux inégalités de santé dramatiques qui touchent Mayotte. Élue de ce département, je suis particulièrement investie dans cet effort pour porter la voix des Mahorais qui subissent une crise sanitaire et sociale d'une ampleur inédite en France. Dans le cadre de mes travaux, j'ai voulu donner la parole à toutes les parties prenantes et j'ai conduit pendant 2 mois des dizaines d'auditions à l'Assemblée nationale, aux ARS des Antilles-Guyane, à La Réunion, à Mayotte, puis en Corse, afin de donner une dimension comparative à mon propos et d'évaluer quels dispositifs pourraient être importés ou adaptés à Mayotte. Mais revenons d'abord sur les crédits de la mission santé présentés par le gouvernement pour 2025, qui s'élèvent à 1,6 milliard d'euros. Ces crédits, qui portent sur une thématique relevant très largement du projet de loi de finances de la sécurité sociale, sont en grande partie liés à l'aide médicale d'État. Ce dispositif, destiné à financer les soins pour des personnes en situation irrégulière, rencontre la quasi-totalité des crédits du programme 183 sur la protection maladie. Aussi, si les crédits de la mission santé connaissent une baisse significative de près de 40% par rapport à 2024, cette baisse trouve avant tout son explication dans la quasi-extinction des crédits du programme 379, qui était un programme temporaire ajouté lors de la crise sanitaire. Elle ne doit pas masquer la hausse notable des crédits liés à l'AME, 9% supérieur à ceux qui étaient prévus en 2024, soit un écart de plus de 111 millions d'euros. Le nombre de bénéficiaires de l'AME de droit commun atteint les 457 000 au 31 décembre 2023, soit une hausse de 11% entre 2022 et 2023. Ce nombre a plus que doublé en 20 ans. Cette hausse tendancielle de la dépense actuelle appelle une réflexion et il est de notre devoir d'examiner l'efficience de ce dispositif. De toute évidence, il apparaît absolument indispensable de réformer l'AME, dont la vocation et la destination ont été largement dévoyées, afin de revenir à la philosophie d'origine de cette aide, qui avait pour but d'apporter uniquement des soins à caractère urgent et de lutter contre les maladies contagieuses importées de l'étranger dans un souci de protection des Français et de la santé publique nationale. L'objectif n'est certainement pas d'arrêter toute forme de soins, mais de réduire le panier des soins au strict minimum. J'en profite d'ailleurs pour poser 2 questions à Madame la Ministre. Premièrement, je voudrais vous rappeler qu'en janvier 2024, le Premier ministre, Gabriel Attal, avait annoncé une réforme de l'AME par voie réglementaire avant l'été 2024, sur la base des propositions de rapport Evin Stefanini. Aucun texte n'a toutefois été publié pour l'instant. Où en est cette réforme et en quoi constituera-t-elle? Deuxièmement, votre collègue Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, a annoncé que les crédits consacrés à l'AME dans le cadre de ce PLF seraient finalement gelés. Nous voyons tous les dissensions entre vous, mais le gouvernement devait déposer un amendement dans le cadre de l'examen de la présente mission et nous ne voyons toujours rien. Où est cet amendement censé geler les dépenses de l'AME? J'en viens désormais à la seconde partie de mon rapport portant spécifiquement sur les inégalités de santé à Mayotte. Je vous le disais, ce département souffre d'une situation exceptionnellement dégradée, sans comparaison avec tout autre département, alors même que l'on connaît l'ampleur des déserts médicaux dans notre pays aujourd'hui. Bouleversé par une croissance démographique, alimentée par une immigration irrégulière massive et incontrôlée, qui pourrait conduire au doublement de la population de l'île d'ici 2050, la société mahoraise, mais aussi son système de santé et ses institutions, qui n'ont jamais été calibrées pour faire face à cela, se retrouvent au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, le taux de pauvreté y est de 77% et cette précarité extrême a un impact direct sur l'état de santé des habitants. À Mayotte, 70% de la population vit dans un habitat insalubre et 25% des foyers ne sont pas raccordés à l'eau potable. La plupart des indicateurs de santé sont alarmants. L'espérance de vie est par exemple de 7 à 11 ans inférieure à celle de l'Hexagone. En 2023, avec 4,5 enfants par femme, la fécondité reste exceptionnelle et dépasse fortement
la moyenne métropolitaine qui s'élève à 1,68 enfants par femme. Ces spécificités démographiques accentuent les besoins de santé dans un territoire où le système sanitaire est structurellement sous-dimensionné. Avec des infrastructures sanitaires dramatiquement insuffisantes, nous ne pouvons même pas parler à Mayotte de désert médical. Nous comptons à peine 260 médecins au total, soit 4 fois moins que la moyenne française, et il y a seulement 30 médecins libéraux sur l'île. Le système de santé repose presque exclusivement sur le centre hospitalier de Mayotte, le fameux CHM, seul établissement de santé de l'île qui concentre 72% des soins prodigués et subit une pression extrême, notamment à cause des urgences et de la maternité qui sont submergées par des patients sans couverture sociale, d'autant plus que l'AME n'existe pas à Mayotte. Avec plus de 10 000 naissances par an, Mayotte est la plus grande maternité d'Europe. Le nombre de sages-femmes est pourtant largement insuffisant, surtout lors des périodes de vacances. Il se traduit par un taux d'accouchement hors maternité très préoccupant. C'est le cas de 7% des naissances, un chiffre 20 fois plus élevé qu'en métropole. Ainsi, le CHM est en état de crise permanente et des défaillances sont constatées dans tous ses services. Mise sous perfusion avec des contrats courts, la réserve sanitaire ou encore des PADU, il voit en plus apparaître un mercenariat au détriment des patients et des personnels permanents dont je salue l'engagement. Au CHM, le taux de rotation est alarmant et dépasse les 220% en 2023 pour les personnels médicaux. Dans ce contexte, le gouvernement a eu la regrettable idée en début d'année de supprimer l'indemnité particulière d'exercice, l'IPE, une prime spécifique dont bénéficiaient les praticiens hospitaliers pour compenser leurs conditions de vie et de travail. De nombreux praticiens ayant le sentiment d'être poussés vers la sortie ont depuis lors posé leur démission. Par ailleurs, le CHM n'est pas financé par la tarification à l'activité, mais par une dotation annuelle fixe qui ne permet pas du tout de répondre aux besoins. Ainsi, l'hôpital connaît en 2023 un déficit de plus de 22 millions d'euros. Pour compenser les carences de l'offre de soins, le recours aux évacuations sanitaires est devenu un mode de prise en charge normal à Mayotte, bien au-delà de ce qui est acceptable. En 2023, près de 1 800 patients, dont de nombreux enfants, et 40% de personnes en situation irrégulière ont été évacuées vers La Réunion. Ces évacuations dépendent d'une commission opaque, dont les décisions sont mal comprises par les usagers. La CIMAD décrit ainsi une procédure de source d'angoisse et d'arrachement et le piétinement des liens familiaux et de l'intérêt des enfants, ce qui crée des souffrances psychologiques et sociales graves. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ne peuvent rester inactifs. Comme le souligne l'un des témoignages que j'ai pu recueillir, nous sommes face à une situation catastrophique qui nécessite des mesures urgentes. Nous voyons nos services s'effondrer et tout le travail fait est en train de disparaître. Madame la ministre, chers collègues, je vous interpelle aujourd'hui pour que l'État prenne enfin la pleine mesure de cette situation. Il est impensable que nous ne répondions pas de manière forte et rapide à cette crise. À Mayotte, le droit à la santé n'est pas respecté et la France ne peut pas tolérer une telle disparité au sein même de ses territoires. C'est pourquoi je formule plusieurs recommandations. À court terme, les moyens matériels et humains supplémentaires sont une priorité absolue pour mieux répondre aux besoins. Il en est en effet impératif de mettre en place un choc d'attractivité pour encourager les praticiens à s'installer durablement à Mayotte. La réintroduction de l'indemnité particulière d'exercice est cruciale. Elle doit être complétée dès demain par des mesures telles que, pour les professionnels de santé libéraux, la création d'une zone franche couvrant tout le territoire mahorais, comme ça existe dans les autres DROM, l'amélioration du parcours patient et la restructuration des EVASAN sont tout aussi indispensables pour mieux répondre aux besoins des Mahorais, rendre à ce dispositif sa vocation initiale de solution exceptionnelle en mettant en contribution la Caisse de la Sécurité sociale de Mayotte
comme cela est prévu réglementairement. Si vous pouvez conclure. À moyen et long terme, j'en arrive, il s'agit, en faisant émerger un vivier de cadres locaux, de piloter la construction d'une offre de soins robuste. Cela demande d'agir sur plusieurs leviers. Il est également nécessaire de développer la filière de formation locale. Cela suppose de renforcer la formation paramédicale, mais aussi de mettre en place une première année de médecine, le fameux parcours d'accès santé. L'exemple corse montre bien que cette voie est possible à Mayotte dès lors qu'elle est soutenue par les pouvoirs publics, qu'elle s'appuie sur les partenariats robustes et que les étudiants puissent bénéficier d'aides et de logements crous qui n'existent toujours pas à Mayotte. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Très bien.